Pour moi, je ne dirais pas qu'on doit bannir la pratique de Vilo-Megon parce que d'abord, ça aide beaucoup de personnes. Supposons qu'il y a quelqu'un qui est au village et puis ses parents n'ont pas les moyens, il vient en ville, il reste avec supposons, la tante, les autres membres. C'est vrai qu'il ne sera pas vraiment traité comme s'il était avec ses parents, mais au moins il va recevoir l'éducation de la ville. Selon moi, ça forme l'enfant. Oui, ça forme l'enfant. Parce que l'enfant doit reçu haute éducation. Si l'enfant reste chez ses parents, en fait, bon, il fait bébé. En réalité, avant de placer son enfant chez quelqu'un, il faudrait que l'enfant atteigne un certain âge avant de l'envoyer chez quelqu'un. Et maintenant, si tu es vivant de temps en temps, tu dois passer voir ton enfant. Sur On se parle cash, l'émission où la parole est libre, les vérités crues et les arguments très tranchés. Ici, nos invités restent fortement attachés à leurs opinions et ne mâchent pas leurs mots. Alors on se pose et on se parle. Aucune concession, c'est un coup d'argumentation percutante qui s'affrontent et confrontent leurs points de vue. Ici, on se parle cash comme sous l'arbre à palabres, la place du marché ou même dans les bureaux de l'administration. Sur des sujets qui nous concernent tous, des sujets qui touchent à nos quotidiens, on s'interpelle, on s'arrache la parole et les mots fusent d'un camp à l'autre, mais toujours dans la bonne humeur et la convivialité. On se parle cash, c'est votre rendez-vous à ne pas manquer sur A+ Bénin. Dans cette émission, le public a également son mot à dire. Chers amis, vous aurez le droit tout à l'heure de vous exprimer sur la question du jour et ceci avec vos panneaux. Mais attention, je vous dis, on arrive avec son avis, mais il est possible qu'on reparte avec une opinion totalement mitigée. Alors, aujourd'hui, on se parle au cash autour d'une pratique très répandue chez nous. On dira même que c'est un sujet typiquement béninois. Pour nombre de personnes, ça a été certainement une étape de leur vie. Une étape où un enfant est arraché du cocon de sa famille nucléaire pour être placé dans une autre famille, chez un oncle, une tante, bref, un proche de ses parents que l'on juge potentiellement ou financièrement capable d'en prendre soin. En effet, même de très grandes personnalités de notre pays ont été des enfants placés, des Vilo-Megon. À l'origine, le principe était d'exprimer sa solidarité à un proche en donnant la chance à l'un de ses enfants de faire des études ou l'apprentissage de son métier en ville ou ailleurs que chez ses parents, tout simplement. Malheureusement, la pratique depuis quelques années a été pervertie. Sous prétexte d'être placés chez un proche, de nombreux enfants sont victimes de traite et de maltraitance. La pratique des Vilo-Megon divise désormais car beaucoup sont ceux qui la dénoncent. Tandis que certains de nos compatriotes continuent de penser que c'est un moyen pour faire fonctionner l'ascenseur social chez nous. Vilo-Megon, pratique à bannir? C'est la question du jour dans votre émission On se parle cash. Mes deux premiers invités sont pour que la pratique soit bannie. Je vous prie d'accueillir Aïe Mariette et Tovignou Fernand. Comment ça va? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis juriste en formation, blogueuse activiste des droits des enfants. Magnifique! Et juste à côté de vous, on a Fernand. Fernand, voilà, le charmant. Fernand. Ça va? Vous faites quoi dans la vie? Je suis actuellement étudiant boursier d'un programme international de leadership, initiative d'Achinaga. Boursier? Après 2 années d'études supérieures à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Quand même, ça s'applaudit. Alors, Fernand et Mariette, qu'est-ce qui gêne? Vilo-Megon, vous avez quoi contre cette pratique? Mariette, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas?
La pratique des vidéomégon, pour moi, est une pratique à bannir. Ah oui. Parce que la pratique en elle-même est une violation des droits des enfants. On a très peu de cas où on a des retours positifs par rapport à cette pratique. Très peu de cas. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? En tant qu'activiste, je reçois très souvent des plaintes. Souvent, c'est des personnes qui sont dans des cours communes où on m'écrit « Ah, voilà, je suis dans telle maison, il y a telle voisine qui maltraite un enfant qui est placé chez elle, il y a tel monsieur qui bat son enfant, il y a ci, il y a ça. » Et très souvent, je reçois ce genre de plaintes-là. Et ce que moi, je fais souvent, c'est que je renvoie vers les institutions compétentes. Donc, au vu de ces retours que j'ai quotidiennement et de ce qu'on observe sur le terrain, je ne pense pas qu'on puisse se lever aujourd'hui et dire qu'on doit encourager cette pratique sous prétexte qu'il y aurait des retours qui sont favorables. Mais en même temps, c'est quoi? C'est quoi les motivations des parents qui vont placer leurs enfants? C'est quoi, selon vous? Généralement, on entend que c'est la pauvreté. Donc, c'est un papa ou une famille qui a beaucoup d'enfants et la famille n'a pas beaucoup de moyens. Dans un petit village quelque part. Et on envoie les enfants en ville, très souvent, pour aller rester chez une connaissance. Et souvent, ce n'est même pas forcément des membres de la famille. C'est parfois des personnes qu'on ne connaît ni d'Adam, ni d'Ève. Et on envoie les enfants là-bas, rester là-bas pour travailler. D'accord. Mais en même temps, est-ce que ça ne soulage pas le parent qui est au village et qui n'avait pas les moyens de s'occuper de son enfant? Excusez-moi, le parent est responsable. Parce que le parent ne peut... D'accord. Oui. Parce qu'un parent ne peut sous aucun prétexte se décharger de cette responsabilité-là qui lui appartient d'éduquer son enfant, d'instruire son enfant. Oui, mais donc, si ce parent-là a vu d'autres enfants qui sont partis et pour qui ça a marché, qui ont réussi leur vie professionnelle, je vais dire, et ce parent-là est motivé également à envoyer son enfant chez quelqu'un d'autre. La réussite de ces enfants-là qui sont partis en ville et qui sont revenus peut-être au village riche, accompli et tout, n'est pas directement liée au fait qu'ils sont restés placés auprès de ces familles-là. D'accord. Et souvent, vous allez entendre que ces enfants-là qu'on place 2 ans, 3 ans après, ils s'enfuient. On entend très souvent ce genre d'histoire. Ah, telle personne a fugué de la maison, telle fille qu'on a placée chez telle tante a fugué de la maison. Et ces enfants-là vont aller se chercher ailleurs. Donc parfois, c'est l'environnement indirect dans lequel ils sont en ville. Pas forcément la famille dans laquelle ils sont placés. Mais l'environnement immédiat, les personnes qu'ils côtoient chaque jour, qui font que leur mentalité change peut-être et ils trouvent des opportunités pour évoluer. Mais ce n'est pas directement la famille dans laquelle ils sont qui fait qu'ils évoluent. D'accord, très bien. Et vous, Fernand? Alors, Fernand, est-ce que vous avez vécu quelque chose par rapport à cette pratique-là? Vous avez été placé une fois ou vous connaissez des enfants qui ont été placés et pour qui ça n'a pas bien marché? Personnellement, non, je n'ai été placé nulle part. Mais dans ma communauté, je fais le constat qu'aujourd'hui, tout est différent. D'abord, je me permets de recentrer rapidement le sujet. Allez-y. Vidéomégon aujourd'hui, d'abord, c'est une tradition béninoise. Bien que cela soit remarqué dans d'autres pays, comme par exemple le Sénégal, où on parle des talibés, des petits-enfants de 5 à 15 ans qui sont placés auprès des maîtres coraniques pour apprendre le Coran et en retour sont maltraités. Donc c'est dans d'autres pays également. Et aussi, selon un rapport de l'UNICEF, plus de 200 000 enfants sont placés auprès d'une tierce personne pour un avenir meilleur, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'était une tradition béninoise qui marchait très correctement. D'ailleurs, ma maman était restée auprès d'une grand-mère. Ah, elle a été placée d'une certaine façon. Elle a été placée auprès d'une grand-mère et tout s'est bien passé. Elle n'a pas dit, voilà, ça s'est mal passé, la grand-mère battait correctement. Mais si ça s'est bien passé, pourquoi vous êtes dans cette position aujourd'hui à dénoncer la chose? J'ai constaté qu'en cette période post-coloniale, tout a changé. Surtout à cause de la crise économique où les gens voient que voilà, les enfants sont un outil pour évoluer dans leurs différentes activités. D'accord, on évolue, on en sait désormais un peu plus sur la position de nos 2 premiers invités. Pour Mariette et Fernand, la pratique de vidéomégon doit être bannie. Purement et simplement. Les parents n'ont qu'à s'occuper eux-mêmes de leurs enfants, même s'ils ont de petits moyens. Dans un court instant, nous allons recevoir 2 autres invités qui ne partagent pas du tout cette opinion. Pour eux, pour elles plutôt, cette pratique est l'expression de la solidarité qui caractérise d'ailleurs nos sociétés africaines. C'est le moyen qu'ont ceux et celles qui réussissent d'aider leurs proches ou leur communauté. Le débat se poursuit juste après ceci. Ne bougez pas.
se parle cash, ici on défend énergiquement sa vérité face à la vérité de l'autre. Aujourd'hui, on se pose une question. Vie d'Omégon, pratique à bannir. Mariette et Fernand sont pour son bannissement, car selon eux, les dérives enregistrées sont telles qu'il faille agir pour le bien-être des enfants. Les deux invités qui vont nous rejoindre maintenant pensent le contraire. Pour elles, cette pratique de vie d'Omégon, c'est tendre la main à l'autre pour l'aider à se réaliser et devenir une bonne source d'espérance pour la communauté tout entière. Allez, on reçoit Amadé Amaké et Givi Kafoui. Bienvenue Amaké Kafoui. Amaké, comment ça va? Bonjour, je vais bien. Ok, vous faites quoi dans la vie? Téléconseillère et entrepreneur. D'accord, magnifique. Et juste à côté, on a Kafoui. Qu'est-ce que Kafoui fait de ses journées? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis enseignante de français, mais aussi journaliste littéraire à Bénin Livre. D'accord, c'est parfait. Alors, vous avez eu le temps d'écouter tout ce qui a été dit sur ce plateau depuis le début. En face, vous avez Mariette et Fernand qui sont contre la pratique de vie d'Omégon. Ce que vous pensez de tout ce qu'ils ont dit, c'est le moment de le dire. Hein? Nous, on n'est pas là. Ou bien, les amis? Oui. On n'est pas là. Parlez entre vous, mais parlez-vous. Allez, allez-y, Kafoui. Amaké, allez-y plutôt. Bon, moi, j'ai écouté tout à l'heure. Elle a parlé du fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont exploités tout en étant chez soit leur tante ou soit chez leur oncle ou peut-être chez quelqu'un qu'on ne connaît pas. Moi, je trouve que ce n'est pas une pratique à bannir. D'autant plus que, généralement, ce sont des enfants qui sont au village, qui n'ont pas eu la possibilité d'aller à l'école, n'ont pas eu la possibilité d'apprendre quelque chose. Le parent qui n'a pas la possibilité maintenant de mettre en fait son enfant à l'école pour qu'il ait un lendemain meilleur. Donc, cette pratique n'est pas quelque chose qu'il faut supprimer, mais plutôt un truc à améliorer, dans le sens où ces enfants qu'on place généralement sont des enfants qui deviennent quelque chose demain. Vous en connaissez justement? J'en connais beaucoup, parce que je peux prendre l'exemple, je les appelle cousines, de quelques cousines avec qui j'ai grandi. Aujourd'hui, qui sont en réalité des enfants placés. Voilà. Que vous appelez cousines. Voilà. D'accord. Qui ont eu la chance aujourd'hui d'avoir des diplômes. Il y en a une qui a une licence. Il y a une, elle était déjà un peu trop âgée. Quand même. Lorsqu'on l'a amenée chez nous, donc elle ne pouvait plus continuer ou reprendre les cours. C'était déjà trop tard. Mais elle a eu la possibilité d'apprendre un métier, coiffeuse. Il y en a une autre qui a fait la couture. Donc tout ça, je pense que quand on se recadre sur ce côté positif de ce fléau, comme on l'appelle, en aucun cas on ne peut supprimer cela. Mais quand vous étiez enfant, est-ce que le traitement était le même? Est-ce qu'on s'occupait de vous de la même façon qu'on... Oui. Ah oui. Parce que je viens de les appeler cousines. Ah, donc c'est la preuve que tout allait bien. On les considère comme des membres de notre famille. Il n'y a pas de différence à faire en fait. Et je peux dire que lorsqu'on est debout, il faudrait forcément regarder en fait le visage, la ressemblance, pardon, avant de savoir qu'on n'est pas en fait de la même famille. Et aujourd'hui, vous avez gardé de bons contacts encore? Très bons contacts. Ah, oui. Donc il n'y a pas de différence? Aucune différence. Très bien, on évolue, Kafoui. C'est à vous, allez-y. Moi, je dirais que cette pratique n'est pas bannie parce que c'est une manière de donner une nouvelle chance à des enfants qui peut-être ont perdu leurs parents ou dont les parents n'ont pas les moyens pour s'en occuper réellement. Vous pouvez être salarié aujourd'hui, avoir 500 000 et du jour au lendemain perdre votre travail. Et si vous pensez que vous avez la possibilité d'envoyer votre enfant chez un oncle, chez son oncle, je vais dire votre frère ou votre soeur, et que l'enfant aura un avenir meilleur, je pense que vous n'allez pas hésiter une seule seconde. Vous avez été placé une fois ou un proche? Je ne veux pas dire placé, mais quand j'ai eu le bac, je suis restée avec une tante. D'accord. Et elle me traitait bien. Il n'y a jamais eu de problème. Elle m'a laissé la chambre de sa fille. Mon lit était plus grand là-bas que mon lit à la maison. Ah oui. Donc je ne veux pas dire justement... Donc c'était quand même la belle vie. Ça s'est bien passé. D'accord. Donc, je pense qu'on ne peut pas bannir cette pratique parce que c'est d'ailleurs ces enfants n'ont pas mal pris la chose? Non, ce sont mes sœurs. Donc, jusqu'à aujourd'hui, la tante est malheureusement décédée, mais je garde de bons contacts avec ses filles. Avec ses filles, d'accord. Magnifique. Allez-y, Mariette. Je pense que le débat n'est pas vraiment, ou je dirais le thème n'est pas vraiment compris comme cela se devait.
Lorsqu'on parle de vie d'Omégon, nous connaissons la pratique. On sait comment ça se passe au Bénin. Ce sont des entremetteuses qui vont souvent dans les villages, souvent c'est le Nord, le Koufo ou bien le Mono, et qui vont chercher des enfants, souvent des femmes, des jeunes filles, qui vont souvent chercher des filles pour qu'elles viennent en ville servir de main-d'œuvre pour des femmes au marché ou bien pour qu'elles viennent servir de domestiques dans les maisons. Lorsqu'elles font leur contrat, la première chose sur laquelle les deux parties s'entendent, ce n'est pas que l'enfant va aller à l'école. Et il y a même une rémunération qui est prévue lorsque les deux parties s'entendent. Je ne sais pas à quoi devrait servir la rémunération si c'est que l'enfant va quitter sa famille pour aller en ville, aller à l'école. Sinon, je prends l'enfant de quelqu'un, je l'envoie à l'école, je ne vais pas payer de l'argent à ses parents. Donc, c'est de la traite. À quoi devrait servir cette rémunération-là lorsqu'on trafique les enfants? Parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité. On trafique les enfants. Donc, à quoi sert cette rémunération-là lorsqu'on trafique les enfants et on les enlève de leur famille, on les envoie en ville? Et généralement, lorsque le contrat fait 1 an, 2 ans, les parents biologiques des filles-là ne reçoivent même plus de l'argent. Mais dans ce cas, Mariette, est-ce qu'il ne faut pas plutôt sensibiliser plutôt que bannir la pratique? Il faut d'abord la bannir. Ah, il faut d'abord la bannir? Il faut d'abord la bannir. Vous ne voulez plus rien entendre? Non, il faut d'abord la bannir. Mais dans les cas où ça marche, non, parce qu'elle a dit que ces filles qui ont été placées à leur niveau, elles ont réussi, elles ont pu avoir même des diplômes, elles s'en sortent. Dans le cas où ça marche, est-ce qu'il faut toujours bannir la chose? Nous sommes en Afrique, nous tous, nous avons grandi ici, d'accord? Moi-même, dans ma famille, il y a eu des cousins qui ont grandi chez nous, que j'appelle grands frères, que j'ai toujours considérés comme mes grands frères. Et lorsque les gens nous voient... Ils étaient bien traités, n'est-ce pas? Très bien traités. Lorsque les gens nous voient dans les réunions familiales ou dans les sorties et autres, on n'arrive même pas à distinguer. Il y en a que les gens voient et pensent que c'est l'enfant biologique de ma maman. Mais pourquoi vous voulez alors empêcher d'autres enfants qui sont au village de vivre la même chose, par exemple? Non, là, ce n'est pas des vies d'Omégon. Ce n'est pas des vies d'Omégon. C'est des enfants dont mes parents avaient la responsabilité et ils allaient à l'école, à la même école que nous. Mais vie d'Omégon, en fait, de toutes les façons, que ce soit un parent ou pas, c'est un enfant qui est placé à votre niveau. Voilà. C'est ça. Ça reste un vie d'Omégon. Oui, c'est ça déjà le vie d'Omégon chez nous. C'est un enfant, ça peut être un cousin, un neveu, mais quelqu'un qui est quand même placé chez vous. Quelqu'un qui est quand même placé, mais lorsqu'on dit vie d'Omégon, la première compréhension, c'est que cet enfant-là est maltraité. Est-ce que ce n'est pas une compréhension erronée? Cette compréhension n'est pas généralisée. C'est juste une partie du vie d'Omégon. Donc, vous n'allez pas généraliser. Si vous avez eu des cousins qui ont vécu avec vous et qui ont été bien traités, ça veut dire que quelque part, le phénomène est positif. Mais le contrat, au départ, ce n'était pas qu'on envoie les enfants vers la ville pour qu'ils travaillent. C'est la différence que je fais. Justement, mais ça reste des vies d'Omégon, oui ou non? Ils ne sont pas chez leurs parents. Donc, ça reste des vies d'Omégon. Fernand, est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas sensibiliser plutôt que bannir? D'abord, je vais me permettre de rappeler quelque chose un peu de ce qu'elle disait. Oui. On ne peut pas se focaliser sur 2 exemples et généraliser les choses. Okay? Ça marche. Non, disconvenons pas. De toute façon, j'ai parlé de ma maman à qui ça a marché. Là, ça a marché à maman. Je pourrais dire, bon, c'est bien que ça marche pour tout le monde. Mais un peu, voir un peu les choses. Oui. Je vais tout me rappeler un peu de 2021, où l'UNICEF aurait dit 5000 enfants, filles, bien sûr, sont retrouvés dans le marché d'Antokpa. Ces enfants n'ont pas accès à l'éducation. Okay? Et quand on parle d'éducation aujourd'hui, je vais rappeler de la citation de Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on peut utiliser pour changer le monde. Est-ce qu'on peut pas applaudir ça? Rien ne prouve que ces enfants n'étaient pas avec leurs parents. Il y a des parents qui envoient leurs enfants vendre à Tokpa. Donc, tous les enfants à Tokpa ne sont pas des enfants placés. Ce ne sont pas des vies d'Omégon. Oui, pardonnez, s'il vous plaît. J'ai été clair dans mon intervention. Je n'ai pas parlé de tous les enfants. J'ai été clair. Je parlais bien sûr des enfants placés. Et il a dit que l'UNICEF a compté 5000 enfants dans le marché d'Antokpa. Mais en même temps, dans le marché d'Antokpa, ils y vont pour faire un peu d'argent, pour apprendre à vivre. Et on dit que le commerce, c'est un métier. Également chez nous. Beaucoup deviennent commerçantes après, d'ailleurs. Les enfants ne sont pas censés travailler. Les enfants ne travaillent pas. Les enfants ne sont pas des travailleurs. On ne peut pas, ce n'est pas normal. Mais est-ce que ce n'est pas un apprentissage aussi en même temps?
les enfants ne peuvent pas se retrouver dans un marché à faire de la vente ambulante. D'accord. Parce que lorsqu'on parle de travail des enfants, il y a deux sortes à distinguer. Les travaux qui ne nuisent pas à l'épanouissement de l'enfant et ceux qui nuisent à leur épanouissement. Et l'OIT a bien fait la distinction entre ces deux notions-là. Donc, à partir du moment où l'enfant se retrouve dans une posture où il va faire de la vente ambulante, il y a le soleil. Il y a les accidents. Il est exposé. Il y a le harcèlement de rue également. Et si vous voyez bien, ces enfants-là, ils ne grandissent pas. D'accord, très bien. Amaké et Kafoui, tout à l'heure, vous disiez, Amaké, que ce phénomène, en fait, c'est pour aider les parents qui sont au village. Est-ce qu'il ne serait pas mieux pour cet oncle-là, qui s'en sort bien en ville, d'envoyer de l'argent de temps à autre à ce parent pour s'occuper de son enfant, plutôt que de déplacer l'enfant? Généralement, ce sont les parents eux-mêmes qui proposent, en fait, qu'on prenne l'enfant. Et pourquoi, justement? C'est quoi la motivation derrière? Il y a aussi le fait qu'ils souhaitent en fait que leur enfant soit un peu plus civilisé qu'eux. Ils n'ont pas en fait la possibilité de découvrir la ville. Et quand j'écoute un peu leur intervention, ils ont parlé de l'UNICEF, ils ont parlé des enfants et tout ça. L'UNICEF n'a pas dit 5000 enfants placés. Il a parlé des enfants qui sont dans le marché d'Antopa. Et comme ma collègue elle a dit tout à l'heure, elle a bien dit qu'il y a des parents qui décident d'amener leurs enfants au marché juste pour leur apprendre le métier de commerçant. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de les envoyer à l'école. Vous souhaitez qu'ils fassent comment? L'enfant n'a qu'à rester à la maison, genre, sans rien faire dans la vie. Ce n'est pas possible. Donc le fait, en fait, d'enlever un enfant, de le confier à quelqu'un, lui permet de pouvoir avoir plus d'éclaircissement en ce qui concerne la vie, de l'aération. Ne pas se focaliser sur « au village, oui, je vais au champ, je ramasse le maïs et puis c'est fini ». Au final, il se retrouve marié à quelqu'un sans rien savoir faire de ses deux mains. D'accord, très bien. Il est clair, mesdames et messieurs, que nous percevons mieux la position de Amaké et Kafoui sur la pratique des Vidomégon. Pour elle, c'est une pratique à préserver car c'est de l'entraide, contrairement à Mariette et Fernand pour qui il faut la bannir parce que c'est exposer quand même les enfants à la violence et à la traite. Kafoui et Amaké, est-ce que vous serez prête à placer votre enfant auprès de quelqu'un? Bien sûr. Bien sûr. Ah si je me retrouve dans une situation... Si je me retrouve dans une situation qui m'oblige à le faire, je vais le faire. Que Dieu nous prête vie, parce que tous ces enfants qui sont placés, certains parmi eux sont orphelins. Et nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Je l'ai dit tout à l'heure, je peux être salarié aujourd'hui, très bien, mais me retrouver sans travail ou invalide en quelques jours seulement. Et là, je serai obligée parfois, pour le bonheur de mon enfant, de l'envoyer quelque part où va vivre. En plus de cela, moi, je connais des gens, je connais des apprenantes qui, pendant... les vacances, là on est dans les vacances, pendant les vacances, qui vont faire ce travail-là, je vais dire Vidomégon que vous êtes en train de critiquer ici, spontanément, et reviennent se payer la contribution. Je travaille dans un village et je sais comment les choses se passent. Elles vont faire ça en ville, elles reviennent pour se payer la contribution parce qu'elles ont envie d'évoluer. Je connais aussi des jeunes qui ont fait ça pendant 2 ans et qui se sont inscrits en apprentissage. C'est un tremplin. C'est un tremplin, d'accord. Et vous ici, Fernand et Mariette, on ne le souhaite pas, mais la mort fait partie de la vie. On se retrouve dans une situation où un enfant perd ses parents. Et vous, vous êtes un proche de ce parent défunt. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Je l'ai dit tout à l'heure, si je me retrouve dans une position où je suis obligée, pour l'intérêt de l'enfant, à le garder avec moi, je passe par la procédure légale. J'adopte l'enfant, soit adoption simple, soit adoption plénière. Adoption simple, l'enfant garde ses liens avec la famille. Et c'est un peu comme ce qu'on dit maintenant. D'accord, mais en même temps, est-ce que l'adoption sécurise l'enfant? Est-ce que ça garantit à l'enfant qu'il sera bien traité, qu'il aura les mêmes droits que les autres enfants? La procédure est très bien élaborée. Un juge ne va pas confier un enfant à une personne par rapport à laquelle on n'a pas fait d'enquête, par exemple. On ne va pas confier l'enfant à une personne si on ne sait pas exactement comment la personne est censée prendre soin de l'enfant. Déjà, si la personne n'a pas des revenus assez stables pour prendre soin de l'enfant. Donc, la procédure est assez bien élaborée et c'est ce que moi, je préconise d'ailleurs. Une adoption est donc un Vidomégon officiel. Juste officiel, officialisé. Donc c'est toujours du Vidomégon. On est sûr que l'enfant est bien traité. On est sûr que l'enfant sera bien traité. Même s'il est bien traité, il n'est pas avec ses parents, c'est du Vidomégon. Non, mais toutefois, l'adoption, ça ne garantit pas que la personne qui a pris l'enfant va bien s'en occuper. Nous avons vu des cas où les gens sont descendus de l'extérieur, ils ont adopté des enfants, arrivés là-bas, ils ont fait quoi? Ah, mais d'accord. Et vous, Fernand, oui, réagissez par rapport à ça. Dans cette situation, vous faites quoi? Vous prenez en charge cet enfant ou vous supposez que
Rien n'est à faire. Bon, je pense que c'est... c'est compliqué, oui. C'est compliqué. Pardon, non, pas vraiment compliqué. Hein. Et il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Avant, ça marchait correctement. De toute façon, on n'avait pas vraiment d'écoles qui sont construites. Mais aujourd'hui, dans plusieurs villes, dans plusieurs villages, les écoles sont construites. Et donc, pourquoi avant, nos grands-parents remettaient leurs enfants à des tierces personnes? Juste parce que, voilà, peut-être il n'y a pas d'école, ils n'ont pas vraiment les moyens pour y arriver. Je vous le dis, moi, j'ai perdu mon papa en 2014. Je n'ai été confié à personne. Et je ne peux pas me plaindre aujourd'hui. Mais n'est-ce pas parce que vous étiez quand même plus ou moins grand, on va dire? Non, c'était en 2014 et je suis pas 2014, trop grand. Vous n'étiez pas bébé, vous n'aviez pas 5-10 ans non plus. Vous étiez, je vais dire, quand même prêt à affronter d'une certaine façon la vie. Votre mère avait aussi les moyens de s'occuper de vous. Sinon, si elle n'avait pas les moyens, vous aurez placé pour votre bonheur. Mais je crois que c'est mon histoire. C'est mon histoire. Ce n'est pas placer un enfant ou bien laisser un enfant aller vivre avec quelqu'un après la mort de ses parents n'est pas une raison pour encourager le fait que l'enfant risque d'être maltraité. Écoutez, sur Twitter, récemment, il y a une jeune dame qui s'est plainte, qui a dit qu'elle en a marre de sa voisine qui chaque fois bastonne des petites filles de 5-6 ans. Elle était dépassée parce que, imaginez, vous êtes dans une maison où une dame se lève chaque jour, mais bastonne des fillettes qui n'ont même pas encore 7 ans. Est-ce que vous savez qu'il y a des parents qui maltraitent leurs enfants? Laissez-moi parler. C'est pas pareil. Oui, vous disiez? Oui, elle disait tout à l'heure, est-ce qu'on sait que les parents maltraitent leurs enfants? Oui, certains. Donc, il ne faut pas dire que c'est les autres seuls qui le font. Ce n'est pas ça le sujet. Ce n'est pas ça le sujet. On parle des vidéos mégots. C'est pour vous faire voir que ce n'est pas toujours à l'extérieur que ça se passe. On avait marre de se lever chaque fois et de voir cette dame bastonner des fillettes. Et elle dit qu'hier, le joueur faisait le post qu'hier, la dame criait sur les 2 petites filles que si elle ne se dépêchait pas pour prendre des cartons de canettes, qu'elle allait leur faire la fête. Des petites filles de 5-6 ans. Quand vous regardez tout ce qui se passe, je suis dans le domaine, je reçois souvent des plaintes. Les gens m'écrivent à des heures vraiment improbables. Je suis dépassée, il y a telle dame qui frappe son enfant. Mais quand vous regardez tout ça, moi, je ne peux pas prendre le risque. Mais alors, comment on mène la lutte? Comment on mène cette lutte? Lorsque je reçois ces plaintes, généralement, contactez le commissariat le plus proche ou appelez le 138, le numéro vert, pour dénoncer ces cas-là. Ou alerter sur les réseaux sociaux, en fait. Et cette dame-là, lorsqu'elle a fait le post, on a tous tagué l'UNICEF, on a tagué le ministère. Et l'UNICEF a répondu ce jour-là. À mesure qu'avance le débat, nous comprenons mieux la position de nos débatteurs sur la pratique des vidéomégons. Je propose maintenant qu'on prenne des avis dans le public. Chers amis, il faut lever votre panonceau face jaune ou face rouge en fonction de votre position pour réagir. Je démarre par vous, madame. Avancez un tout petit peu. Bonjour, vous appelez? Bonjour, je m'appelle Bernadette Dossou. Alors Bernadette, vous voulez vous adresser à quelqu'un? Je suis avec eux, donc je vais m'adresser à ceux-ci. Très bien. Ok, ce que moi je vais dire, c'est que on ne doit pas bannir ça. Pourquoi? Parce que moi, mes parents ont eu à accueillir chez nous des enfants. Et comme elle l'a dit tout à l'heure, on ne prend pas en dessous de 10. D'accord. Et non seulement on payait les parents, mais aussi les enfants allaient à l'école avec nous, en fait. Comme si c'était nos sœurs et tout. Mais ce qu'on va plutôt faire, c'est plutôt sensibiliser les gens sur le côté négatif de la chose. Justement, les enfants faisaient quoi dans la maison? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Bon, ils étaient avec nous. Hein. Ils faisaient toutes sortes de travaux, autant que vous? Voilà, exactement. Il n'y a pas de distinction. Il n'y avait pas eu de distinction et tout. Ils faisaient les mêmes trucs qu'on faisait. Éducation, des fois même, ils étaient même plus brillants que nous à l'école. Ah, d'accord. Donc, si on bannit en fait ce truc, je dirais que c'est en fait comment je vais mettre ça, empêcher d'une certaine façon. Voilà, empêcher certains enfants en fait de se développer parce que leurs parents n'ont pas les moyens, voilà, les bloquer juste parce que non, juste parce qu'il y a une partie il y a certaines personnes qui maltraitent les enfants. Non, je dirais plutôt qu'il faut sensibiliser. Par exemple, mes tantes aussi ont pris des enfants chez eux et tout, chez elles, pardon. Oui. Mais ces enfants-là, eux, ils ont refusé carrément qu'ils ne veulent pas aller à l'école. Ah.
Ils veulent faire du commerce, oui. Les enfants disent qu'ils veulent faire du... Et si, quand vous voyez ces enfants-là, oh là là, vous allez croire que c'est genre, on ne peut même pas les comparer aux enfants de mes tantes, en fait. Tellement... Ils s'en sortent bien. Oh là là, c'est nickel en fait. Donc, bannir, je ne pense pas qu'il faut bannir, mais plutôt sensibiliser ces gens-là sur le côté négatif, genre, oui, voilà, à tel âge, voilà, par exemple de 5 ans, comme elle a dit tout à l'heure, 5 ans, c'est encore un enfant. Et cet enfant a encore besoin de ses parents, je suis désolée. Mais placer un enfant de 5 ans chez quelqu'un et dire non, au plus c'est 10 ans en fait. D'accord, merci bien, on l'applaudit. Bonjour, vous appelez? Oui, bonjour, je m'appelle Merintor Alexandre. Alors, Alexandre, on veut s'adresser à qui? Ouais, je veux m'adresser à celles qui sont ici, je suis avec ceux-ci. D'accord, on vous écoute. Et pour moi, il faut bannir cette pratique. D'abord, un enfant, même si les parents sont décédés, le développement, le devenir de l'enfant dépend aussi de l'affection que cet enfant a avec ses parents. Et lorsque l'enfant est déplacé de ses parents vers d'autres personnes, l'affection n'est pas la même chose. Et la manière, quoi qu'on dise, la manière dont on traite son propre enfant, là, on ne traite jamais l'enfant de quelqu'un de la même manière. D'accord. Donc, pour vous, c'est non. Donc, pour moi, ce n'est pas une bonne pratique. Il faut laisser ça carrément. D'accord, très bien, merci. Kafui et Amaké, un enfant d'autrui, on ne le traite pas forcément comme son enfant à soi-même. C'est ce qui a été dit. Moi, je m'inscris en faux parce que moi, ma mère, par exemple, quand quelqu'un vient passer même un mois chez nous, la personne est tellement cajolée que je me pose des questions. Ah oui? Oui, c'est comme ça. Donc, moi, je crois qu'il y a des gens quand même qui ont une certaine humanité jusque-là et qui considèrent que quelqu'un qui vient d'ailleurs, surtout quand la personne vient d'une famille avec des problèmes financiers ou un orphelin, il a plus besoin d'affection même que ses propres enfants. D'accord. Oui, Amaké. Moi, je suis d'accord avec Kafui. Et il vient de préciser un parent décédé. Je me demande comment l'enfant veut avoir l'affection si ses parents sont décédés. C'est pas possible. D'accord. Et vous, par ici, Mariette et Fernand, il y a cette jeune dame qui dit justement que ces enfants qui ont été placés chez eux sont des enfants qui ont réussi, qui sont tellement brillants et aujourd'hui, elle pense qu'il faille plutôt sensibiliser plutôt que bannir la pratique. Est-ce que vous avez à lui répondre? Je vais répondre par l'intervention du dernier intervenant. L'affection que l'enfant reçoit lorsqu'il est avec ses propres parents, ses parents biologiques, n'est pas la même que l'affection que l'enfant reçoit lorsqu'il est avec des étrangers. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors ici? Même si la personne est avec sa propre famille, un enfant peut être bien instruit. C'est-à-dire, il peut connaître les maths, il peut bien parler français, mais être en manque d'affection, ne pas recevoir ce plus-là qui donne sa valeur à l'être humain. L'enfant peut être présentable, bien habillé, mais on parle de violence physique, mais on oublie les violences psychologiques. Tu peux être bien chez quelqu'un, bien nourri, bien habillé, mais ce que tu entends chaque jour, ça ne te donne pas la joie au cœur. D'accord, on prend un exemple simple. On prend un exemple tout simple. Vous avez votre enfant qui a son baccalauréat et il doit aller à l'université, mais à l'extérieur du pays. Il faille donc envoyer cet enfant-là chez un oncle ou chez un cousin ou quelque chose. Vous faites quoi? Vous vous dites, quand il va partir, il n'aura pas l'affection qu'il faut, donc je le garde, ou vous le laissez quand même partir? L'enfant qui a le baccalauréat, il a entre 16 et 18 ans. D'accord? Et l'enfant à 16 ans, 18 ans, sait déjà qu'il va quelque part pour étudier. Je peux prendre un local à mon enfant, il va habiter seul. Mais ce n'est pas la distance. Dans un pays étranger, avec tous les risques que cela comporte. Dans un pays étranger, c'est pas facile comme ça. Non, excusez-moi, mais des gens l'ont fait. C'est pas si facile que ça. Des gens quittaient le Bénin sans avoir personne à l'étranger et ont réussi. Mais si vous n'avez pas les moyens de lui prendre une chambre à l'extérieur, et il faut forcément qu'il se mette à côté de quelqu'un. S'il arrive que je dois placer mon enfant quelque part, c'est que je suis sûre de la moralité déjà de la personne avec qui l'enfant veut rester. Mais ne dites pas qu'on ne finit pas de connaître quelqu'un? Non, je suis sûre que l'enfant est en de bonnes mains et je ne coupe pas
pas tout lier avec mon enfant parce qu'il y a un détail qu'on oublie. Ces Vidomégons-là, je l'ai précisé tout à l'heure, quand ils quittent les villages lointains, souvent ils n'ont plus de lien avec leurs parents. On ne parle pas des enfants qu'on prend chez la tante, chez l'oncle, mais quand on prend les enfants au fin fond du Nord là-bas, vous pensez que ces enfants-là sont toujours en contact avec leurs parents? Parfois, ils ne savent même plus quelle voie mène pour aller voir leurs parents. Ils ne savent plus rien de leurs parents. Et justement, par rapport à ça, Fernand, il y a des enfants qui se proposent eux-mêmes d'aller travailler, d'aller chez des personnes pour s'en sortir. Ces enfants-là, qu'est-ce qu'il faut leur dire alors? Vous avez bien dit, ces enfants veulent aller ont décidé eux-mêmes d'aller vers quelqu'un pour travailler. Avant que je ne réponde à cela, j'aimerais bien me permettre de leur dire de ne pas toujours se baser sur les jeux pour conclure les choses. Okay? Le jeu n'est pas le souci ici. Ici, on parle d'une façon très générale et on doit vraiment se baser sur les statistiques et voir réellement comment les choses se passent. L'enfant veut aller vers quelqu'un. On parle de Vidomégons. J'ai bien lu et je peux aussi vous donner ce petit livre que Vidomégons, bien sûr, à l'Assemblée nationale a estimé, avant qu'on ne parle de Vidomégons, avant que l'enfant soit parlé vers quelqu'un, il y a une procédure légale, comme disait tout à l'heure Mariette. Et cette procédure, où on est aujourd'hui? On s'en fout de cette procédure, on va seulement mettre l'enfant quelque part comme on veut. Mais c'est ancré dans nos cultures, c'est ancré dans nos cultures de placer son enfant auprès d'un oncle, d'une tante. C'est ancré dans nos cultures. Merci beaucoup. Spontanément, on le fait. C'est exact, merci beaucoup. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on est tous instruits et je ne pense pas qu'on puisse faire quelque chose en laissant les lois de côté. Fernand, c'est très mauvais. Ces législateurs-là demandent-leur comment ils sont arrivés là. Ils sont forcément restés chez quelqu'un. Dans l'ancien temps, c'était une pratique, en fait, normalisée. Et aujourd'hui même, il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure. Il y a par exemple des femmes qui n'ont pas pu avoir des enfants. Et c'est seulement par ce phénomène-là, par exemple, qu'elles peuvent être appelées maman. Qu'elles ont la chance d'avoir un enfant à côté. On ne peut pas bannir cette pratique tout simplement. D'accord, on continue rapidement, on prend rapidement d'autres interventions dans le public. Oui, intervention, les panonceaux. Il faut lever le panonceau. Ici, madame, oui, venez. Voilà. Avancez un tout petit peu. Bonjour, vous vous appelez? Je m'appelle Wekaba Stabierima. Alors, vous voulez vous adresser à qui? Je soutiens le groupe STIL. D'accord. Et je vais m'adresser à Mariette et à Fena. Alors, pour commencer, je dirais que dans la casquette ou le fléau Vidomégons, on a plusieurs panels. Il y a les enfants placés pour être domestiques. Et là, on voit des maltraitances, c'est sûr, comme vous le dites, qu'il faut sanctionner. Nous sommes tous d'accord avec ça. Mais de l'autre côté, il y a, comme elle l'a dit, des femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Les femmes pas fertiles chez nous, c'est seulement par ce canal-là qu'elles peuvent être appelées maman. Si on bannit la pratique, il n'y aura plus de mamans. Sans maternité, il n'y aura plus de mamans qui n'ont pas pu avoir d'enfants biologiques. Est-ce que vous, alors, vous serez prêt? Parce que l'adoption chez nous, ce n'est pas ça, ce n'est pas encore ça. C'est pas encore ça, on n'est pas habitué à la chose. D'accord. Et de l'autre côté, il y a nos parents, nos grands-parents. Chez nous, par exemple, il y a une pratique qui fait que on envoie un enfant choisi par la famille élargie pour assister la grand-mère ou le grand-père qui ne peut plus faire certaines tâches. D'accord. Ce sont des enfants placés aussi, on les appelle Vidomégons. Bien sûr. Si on bannit, ces grands-parents vont se retrouver seuls. On n'a pas de maison de retraite chez nous. Ils deviennent quoi? La question. Merci bien. Voilà. Une autre personne pour finir? D'accord. Oui, bonjour. Bonjour. Vous appelez? Je m'appelle Kwasi Pio. Alors Pio, on veut s'adresser à qui sur le plateau? Je suis avec ceux-là, donc je m'adresse à... D'accord, vous êtes contre. Oui. J'aimerais faire une clarification. Ne confondez pas enfant placé et enfant confié. Ah, ok. C'est différent. C'est quoi très différent. Confié? Un enfant confié, c'est une personne qui dit « Prends mon enfant, prends-en soin, je te le confie ». C'est différent de placer un enfant chez quelqu'un. Quand on place un enfant chez quelqu'un, on attend une rémunération. C'est ça le phénomène Vidomégons. Et vous êtes contre? Je suis contre. Vous avez vécu? Oui, même récemment. Ok, et allez-y. c'était vraiment déplorable. C'était quoi? Une petite fille qui a 5 ans
et qui sait faire le marché correctement, plus que n'importe qui. Et puis, il y a eu un phénomène qui s'est passé où la fille a mis sa main dans le moulin, sans savoir. Ok, un accident. Un accident. Et puis, ça a broyé son pouce. Arrivé à la maison, la dame a fait « Et Vivi, non, fini » à l'enfant. L'enfant est resté là du matin au soir, se lamenter. Elle s'en est pas occupée. Elle s'en est pas occupée. Oui. C'est lorsque la dame qui a le moulin est rentrée à la maison, les enfants ont dit « Ah, maman, la fille là a mis son... Elle s'est blessée. » Elle est partie chez la dame et a vu l'enfant là. Et donc, elle est née au final, et on a mis l'enfant en face de ma maison, il y avait une infirmière. Quand on a enlevé la bande, le doigt était nécrosé. C'est-à-dire le doigt était mort. C'était noir. Oui. Donc il fallait couper. Tout le monde se lamentait quand on voit la dame venir de loin. En marchant peinade, tranquille, oui. Parce que c'est pas son enfant. C'est pas son enfant. Là, c'est pas un enfant confié, c'est un enfant placé. D'accord, très bien. Merci bien. Différence entre enfants confiés et enfants placés. Les enfants placés sont maltraités. Je pense que si on rentre dans ces ramifications, là, on va se perdre. Et moi, je reste sur ma position. Oui. Il y a du positif. Ne généralisons pas ces cas-là. Et en plus, ce n'est pas seulement nous qui donnons de l'amour à ces enfants aussi nous donnent de l'amour. Vous savez, quand vous avez des enfants en bas âge et que vous travaillez déjà, et que les enfants sortent par exemple de l'école à 17h et que vous sortez du boulot à 19h, vous serez plus apaisé quand il y a une dada à la maison qui va peut-être dans la même école que vos enfants. Cette vie d'Omégon qu'on est en train de dire, qui est l'enfant d'une autre personne que j'aime et qui a déjà 13 ans, 14 ans, qui peut quitter son école à côté et passer chercher mes enfants à l'école. Mais je serais plus à l'aise que de faire attendre mes enfants à l'école, faire retarder la maîtresse aussi parfois, ou bien laisser mes enfants seuls. Ces enfants-là, ils apportent beaucoup. D'accord, Fernand. Justement, il y a des cas où on dit l'enfant, parce qu'il est turbulent, il faut le placer auprès d'un oncle ou d'une tante qui pourra, comme on dit chez nous, il sera bien, il saura discipliner cet enfant-là. C'est un enfant placé aussi, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est un enfant placé. C'est exact. C'est un enfant placé qu'on va plus ou moins... Ce cas ne va... C'est pas à cause de ce cas, je vais dire, voilà, c'est bon de placer les enfants auprès de quelqu'un. Pourquoi? Moi, je ne me base jamais sur des opinions personnelles, sur des cas personnels, sur des choses qui se sont passées avec moi, mais plutôt sur ce qui se passe réellement dans le monde, sur ce qui se passe réellement au Bénin. Vous voyez, c'est vrai. Vous avez donné un cas palpable, voilà, vous pouvez confier peut-être votre enfant à quelqu'un, parce que vous n'avez pas peut-être le temps de le faire ou la capacité de le faire. Mais ça, c'est votre cas. Là, nous ne parlons pas de ça. Nous parlons de ce qui se passe réellement avec ces enfants aujourd'hui. Vous pouvez, par exemple, si pour un instant, nous décidons de placer les enfants auprès de quelqu'un, on développe cette pratique toujours ici au Bénin. Quel sera le sort de ces enfants qui traînent partout dans les rues en train de vendre et qui n'ont même pas l'âge de vendre? Et quand pas de âge de vendre, bah, je l'avais dit, il ne faut pas toujours... parler sur les opinions personnelles, l'article 32 de la Convention internationale. Vous pensez qu'il y a majoritairement des enfants maltraités que des enfants bien traités dans les familles exact. Sauf si elles pensent le contraire. Ça, c'est ça que je viens d'entendre. Où est-ce que vous avez lu que voilà, le nombre d'enfants qui sont bien traités dépasse celui des enfants qui sont mal traités? Quand vous parlez des chiffres, moi j'ai un souci avec les chiffres. Parce que quand c'est bon, on ne voit pas. Et quand on fait les statistiques, on ne prend pas en compte ce qui est bon. Mais vous savez, on ne prend qu'en compte ce qui est mauvais, ce qui tape à l'œil. Mais quand c'est bon, qui va vous dire qu'il a fait des études et des enfants lui ont confié qu'ils vont bien chez... On ne sait même pas des fois qu'ils sont même chez des tuteurs. Donc les chiffres là sont biaisés. Ah. Oui, allez-y. J'ai l'impression que le cas adverse est sur un petit nuage, d'accord? Vous considérez le vécu de votre famille uniquement comme ce qui se passe au Bénin, mais nous voyons ce qui se passe tous les jours. En quittant ma maison pour venir ici, on a vu des enfants avec les... Mais vous n'avez pas vu ceux qui étaient en voiture avec les tuteurs? Laissez-moi parler. Vous avez vu ceux qui vendaient? Laissez-moi parler. Vous avez vu ceux qui vendaient? Mais vous n'avez pas vu ceux qui étaient bien dans la voiture climatisée? D'accord, que le cas d'os me laisse parler. Oui. Allez-y. Nous voyons ces cas-là tous les jours. Quand vous allez à Tantokwa, vous voyez ces cas-là. Mais vous avez une balance. Vous avez
le cas positif ou les cas positifs, vous avez également les cas négatifs. On voit ces cas positifs. Non, excusez-moi, nous ne sommes pas hypocrites, mais on voit également ces cas négatifs. Mais lorsque les cas négatifs pèsent dans la balance plus que ces cas positifs-là, est-ce que ce n'est pas mieux, face à un mal, de choisir ce qui est mieux? D'accord. Et en même temps, justement, parlant de balance, on va permettre au public de s'exprimer sur la question. Voici la question, les amis. Pensez-vous que la pratique de Vido-Mengon doit être bannie? Si c'est oui, c'est face jaune, et non, face rouge. Derrière moi, Vido-Mengon, pratique à bannir. Ici, levez bien les panonceaux, levez très bien. Ici, c'est non. Ici, c'est non. On ne veut pas bannir la chose. Ah, il y a quelqu'un qui... Il faut bannir. D'accord, donc je reviens. Malgré ça, c'est non. D'accord, on ne veut pas bannir. Ici, on lève bien les panonceaux. Quelqu'un est mitigé, sinon, une bonne partie dit non, il ne faut pas bannir. Alors ici, est-ce qu'on doit bannir la pratique? Ici aussi, c'est non, n'est-ce pas? D'accord, très bien, on évolue. On retient à l'issue du sondage que le phénomène de Vido-Mengon, sinon la pratique, ne doit pas être bannie. Et c'est sur cette réaction du public que prend fin la discussion entre nos débatteurs. Mais l'autre important acteur de cette émission, c'est l'expert, une personne aux ressources qui adopte une position de sage sur la question du jour. On le retrouve après la pause. Chers téléspectateurs, le débat se poursuit chez vous et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et pour participer à cette émission, appelez le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. On reçoit notre expert, il est sociologue et il a pour nom Joël Tchogbe. On l'applaudit. Bienvenue, monsieur Tchogbe. Bonjour, Frida. Installez-vous. Alors, la pratique de Vido-Mengon, ça existe dans tellement de cultures chez nous. Et qu'est-ce qui cause ce débat aujourd'hui? Merci pour la question. J'ai suivi avec admiration, disons, les arguments charmés et nourris des deux camps sur le plateau. Je dois rapidement dire qu'il y a deux périodes majeures qu'il faut, disons, repérer. Dans l'histoire du Bénin, le phénomène de Vido-Mengon a d'abord fait son apparition au détour des années 60. Et puis ensuite, quels sont ces modes de constitution et d'évolution de 80 à nos jours? Alors, dans cette première période, le phénomène de Vido-Mengon poursuivait essentiellement deux objectifs majeurs. Le premier, c'était un besoin de scolarisation des enfants qui essentiellement se trouvaient dans les milieux ruraux. Et ensuite, il y avait également une quête d'une éducation non formelle. L'apprentissage, par exemple, des métiers manuels, la capacité donc de l'enfant à pouvoir s'intégrer dans le corps de métier qu'il choisira au-delà de l'agriculture qui était l'activité principale pratiquée dans les villages. Et donc, ça, c'est les deux objectifs majeurs poursuivis par le phénomène de Vido-Mengon, qui, par ailleurs, dans le modèle familial, traditionnellement parlant, ce phénomène, dans son acception première, n'est pas aussi mauvais. Parce que l'enfant qui est placé est d'abord perçu comme appartenant d'abord au lignage. L'enfant, dans la société béninoise, n'appartient pas aux géniteurs principaux. Et donc, dans son processus de socialisation, on va voir que la famille d'accueil, qui peut être, disons, un oncle, une tante, disons, même un ami proche, on va percevoir cette famille d'accueil-là comme étant, disons, une aubaine qui peut aider l'enfant à accéder à une certaine ascension sociale pour pouvoir s'accomplir dans la vie. Et attention, Frida, dans cette période-là, on ne confiait pas l'enfant, disons, à n'importe qui. Donc, il faut faire attention lorsque nous voulons évaluer ce phénomène au Bénin. Alors, dans la seconde période de 80 à nos jours, on a vu qu'il y a une certaine mutation du phénomène de Vido-Mengon. L'enfant qui quitte le village, qui vient en ville, n'est plus forcément traité sans discrimination, disons, de la famille d'accueil. Il y a une certaine préférence de la famille d'accueil par rapport aux enfants biologiques. Il y a également une crise de la parentalité dans les milieux urbains. Et de plus en plus, les
familles qui envoient également leurs enfants dans les familles en ville aussi attendent des rémunérations dans les villages. Dès cet instant, il va donc s'instituer un rapport de marchand. Pour faire court sur la question, le phénomène de Villomaigon, il y a deux facettes. Il faut savoir que c'est la mutation du phénomène qui crée aujourd'hui le débat. D'accord. Et justement, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette pratique est toujours adaptée à notre mode de vie actuel? Hier, dans les campagnes, la disposition spatiale répondait essentiellement sur le principe de la proximité. Ce qui fait que les hameaux n'étaient pas aussi distants les uns des autres. Ce qui fait que, même si dans la famille d'accueil, il y avait des velléités, des intentions de commettre ne serait-ce que quelques actes dégradants sur l'enfant, on pouvait avoir le regard pesant de la communauté proche pour dissuader ce type d'intention. Mais en ville, avec, disons, l'architecture, où chacun se cloisonne chez lui, on s'individualise, donc dans les clôtures, c'est des endroits propices qui favorisent également le mauvais traitement des enfants. Donc aujourd'hui, pour faire court sur la question, en ville, essentiellement, ce phénomène est à surveiller de près et c'est pourquoi il faut se réjouir que... Et c'est pourquoi il faut se réjouir que, non pas dans une, disons, une certaine intention de bannir le phénomène, mais il faut surveiller de près le phénomène et encourager les organisations qui s'intéressent au sujet à pouvoir être plus, disons, aguerries sur la question. Et voilà qui est dit. Ainsi qu'on fait notre échange, Monsieur Tchogé, merci encore d'avoir accepté notre invitation. On l'applaudit. Et nous allons remercier également nos invités, Mariette, Fernand, Kafui et Amaké. Merci également à notre public qui nous vient de l'Institut supérieur Jean-Paul de Tarse. Mesdames et messieurs, le thème du jour, c'était Villomaigon pratique à bannir. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec cette citation qui dit « Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant ». À plus.